4 jours après le scrutin, on ne connaît toujours pas officiellement le nom du 46e président des États-Unis, puisque les résultats ne sont toujours pas définitifs en Pennsylvanie, Caroline du Nord, Géorgie, Nevada, Arizona et Alaska. Nous sommes en compagnie d'Olivier Piton, avocat à Washington et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Olivier Piton, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, première question, parce que ça tourne sur les réseaux sociaux, peut-on supputer des fraudes dans ce scrutin ? Alors, c'est possible, mais en fait, c'est peu probable à ce stade. Et d'ailleurs, on remarque qu'il y a un changement de ton et donc un changement de stratégie chez Donald Trump. Disons qu'à ce stade, s'il y a eu fraude, ça concerne évidemment les votes par correspondance, il est compliqué de dire que ça pourrait modifier autrement qu'à la marge. Là, le combat qui est en train de se passer, c'est sur l'acceptation ou non de ce que Donald Trump appelle les votes légaux. Alors, on va peut-être rentrer un peu plus dans les détails, mais en gros, si vous voulez, on passe de la partie fraude à la partie est-ce que tous les bulletins qui ont été pris en compte devaient l'être ? D'accord. Alors, est-ce que on n'a toujours pas eu la fumée blanche du côté de la Maison Blanche, d'ailleurs, ça rime. Est-ce que ça peut durer encore longtemps ? Ça avait duré 32 jours en 2000 entre Bush et Gore, hein. Ouais, vous avez raison de le rappeler, ça avait duré effectivement 32 jours entre Al Gore et George Bush en Floride en 2000. Écoutez, il y a une deadline qui est le 14 décembre. C'est-à-dire que normalement, dans la Constitution américaine, le 14 décembre, les délégués qui représentent les États qui forment la Fédération des États-Unis se réunissent officiellement et décident du nom du président des États-Unis. Si le 14 décembre, et c'est très important, si le 14 décembre ce n'est pas fait, le 14 décembre, c'est dans 5 semaines. Il faut savoir que le pouvoir législatif, que ce soit à l'échelon local ou à l'échelon fédéral, peut se substituer au vote populaire. Ce serait une déflagration incroyable, mais c'est possible. En tout cas, le fils Trump l'a dit clairement. Il compte s'appuyer sur l'article 2 de la Constitution pour, le cas échéant, l'emporter sur tapis vert. Donc c'est possible. Alors justement, certains affirmaient, après Black Lives Matter, que la clé du vote serait raciale. Certains sociologues le disaient, ça n'a pas été le cas, Olivier Piton. Non, moi, ce qui me frappe au cours de cette campagne, finalement, c'est que c'est la question sociale qui l'a emporté. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens se sont moins déterminés par leur couleur de peau, leur genre ou leur orientation sexuelle que par leur portefeuille, leur niveau de vie et leur difficulté à pouvoir ou non gérer la crise en étant obligé d'aller travailler. Il faut savoir que si vous ne travaillez pas aux États-Unis, vous avez quand même beaucoup de mal à être bien correctement couvert. Ça arrive, c'est le cas, mais ça dépend des cas de figure. Et bien souvent, les gens n'ont pas le choix, ils sont vraiment obligés d'aller travailler. Donc c'est vraiment la question sociale qui a été majeure, à tel point qu'on le voit dans les premiers sondages qui sortent sur qui a voté quoi. Donald Trump a obtenu des scores extrêmement importants, aux alentours de 30% auprès du vote latino, et entre 15 et 17%, ce qui n'était pas du tout attendu, dans le vote afro-américain. D'accord, donc oui, c'est pas une question raciale, contrairement à ce qu'affirmaient certains sociologues. Mais quand on regarde la carte électorale, l'Amérique, elle est vraiment coupée en deux, avec d'un côté les côtes et les Grands Lacs, de l'autre côté le centre et le sud. Et plus ça va, élection à élection, plus c'est vrai. Alors, vous avez entièrement raison, elle est coupée à tellement de niveaux qu'on a l'impression de vivre dans un pays avec deux vraiment sociétés qui se côtoient. Donc, vous avez raison, il y a d'abord une scission géographique entre les côtes et le centre du pays, les côtes étant démocrates et le centre du pays étant républicain. Il y a une scission également entre les zones urbaines et les zones rurales. Il y a une scission également en ce qui concerne le niveau de vie. Lorsque vous gagnez moins de $70,000 par an, vous votez Trump. Majoritairement, au-dessus de $70,000, vous allez voter Joe Biden. Il y a une différence également de genre. Les femmes ont plutôt tendance à voter Joe Biden, les hommes à voter Donald Trump. Les minorités, même si on vient de relativiser tout ça, les minorités votent quand même en majorité démocrate. Il y a également le niveau d'études. Donc on a une société extrêmement fracturée et c'est peut-être la grande information de ces dernières heures, c'est qu'elle ne
considère plus, si vous voulez, dans une démocratie, que la majorité est légitime. On est dans une situation où on ne reconnaît plus la légitimité de l'autre. Olivier Piton, j'ai fait un constat. À la présidentielle française, dans Paris Intramuros, Emmanuel Macron avait fait 91% contre Marine Le Pen. À Washington DC, Joe Biden a fait 92% contre Donald Trump. Est-ce que c'est pas, une fois de plus, les centres-villes des gagnants de la mondialisation qui votent pour les partis, on va dire, contre les populistes ? Vous avez entièrement raison. Et en 2016, Hillary Clinton avait fait 89% à Washington. Donc on est toujours donc 3% dans les mêmes de moins, c'est toujours dans les mêmes eaux, quoi, oui. Voilà, absolument, mais dans les mêmes eaux. Donc, en l'occurrence, oui, effectivement, il y a l'Amérique des centres-villes très peuplée et l'Amérique des banlieues, on pourra peut-être en parler aussi, mais qui vote très majoritairement Joe Biden et démocrate. Et puis, vous avez les zones périphériques, ce qu'on appelle en France, la France périphérique, oui, les zones périphériques aux États-Unis, les zones rurales, les zones paupérisées, et elles sont extrêmement importantes aux États-Unis, y compris, contrairement à ce que l'on dit, c'est pour ça que la question sociale bat la question raciale, parce que ça n'a aucun sens, y compris dans les zones blanches, où le taux de paupérisation est extrêmement fort, eh bien vous avez à ce moment-là deux sociétés qui ne votent pas pareil, qui n'ont pas les mêmes valeurs, et j'aurais presque dire qu'ils ne parlent même plus le même langage. Dernière question pour une réponse en 45 secondes. Certains parlent de guerre civile, c'est plausible ? Aujourd'hui, tout est plausible. Il y a des milices des deux côtés. Ah oui. Les deux camps se regardent en chien de faïence. Vous avez remarqué que aussi bien Joe Biden que Donald Trump sont extrêmement finalement mesurés dans leurs propos depuis quelques heures. Joe Biden ne revendique toujours pas la victoire et Donald Trump dit qu'on va passer à la phase judiciaire, ce en quoi il a raison. C'est-à-dire que le jeu n'est pas encore jouer en dépit du fait que dans quelques heures, on annoncera très probablement la victoire de Joe Biden. Merci beaucoup Olivier Piton, avocat à Washington et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord.